Aujourd'hui, nous allons classer les alliés les plus importants de la Chine. La Chine est une puissance mondiale redoutable, avec la deuxième plus grande économie du monde et un produit intérieur brut dépassant les 18 000 milliards de dollars. C'est aussi le principal partenaire commercial de 120 autres pays. Pourtant, aux Horaces, c'est plutôt difficile d'être ami avec la Chine. Alors que leur influence s'étend sur plusieurs continents, ils n'ont qu'un seul traité de défense formel avec un autre pays. Dans cette vidéo, nous allons examiner les liens politiques, économiques et militaires entre la Chine et ses alliés et les classer en fonction de leur importance stratégique et de la manière dont ils s'intègrent dans la vision que la Chine a de l'avenir. En premier lieu, il y a l'Arabie Saoudite, qui illustre parfaitement la complexité de s'associer et de collaborer avec la Chine. Les Chinois achètent beaucoup de pétrole saoudien. En tant que principal fournisseur, les Saoudiens dépendent tant fortement des exigences chinoises. Quand ils veulent commercer en yuan au lieu de dollars, les Saoudiens approuvent. Le problème, c'est que, bien que la Chine veuille que le yuan devienne une monnaie mondiale utilisée dans toutes sortes d'échanges internationaux, très peu de gens veulent commercer entre eux en utilisant le yuan. Ainsi, puisque les Saoudiens n'utilisent pas le yuan dans leurs échanges mondiaux avec d'autres partenaires, ils ne sont pas des alliés très alignés. De la même manière, ils peuvent offrir très peu de soutien face à n'importe quel problème de sécurité auquel la Chine est confrontée. Ils chargent essentiellement le pétrolier, ce pétrolier part vers la Chine continentale, et il n'est plus sous le contrôle des Saoudiens. Oui, ils ont installé un oléoduc passant par le Pakistan, offrant un autre itinéraire, mais c'est juste un moyen supplémentaire d'être payé. En même temps, la Chine ne peut projeter beaucoup de puissance au Moyen-Orient. Un autre allié, l'Iran, sera évoqué plus tard, et se situe à l'opposé des préoccupations sécuritaires de l'Arabie Saoudite. Donc, pour cette raison, nous allons placer l'Arabie Saoudite dans la catégorie A, pas dans la catégorie S, mais dans la catégorie A, malgré le fait qu'elle soit l'un des fournisseurs les plus importants de la Chine. Ensuite, il y a le Japon. Vous pourriez même vous demander comment il peut être considéré comme allié de la Chine. Dans ce cas, il faudrait demander à l'ambassade de Chine, car le Japon fait partie des 28 pays considérés comme partenaires dans la déclaration officielle chinoise sur les relations internationales. Cela s'explique car, comme de nombreux pays, la Chine est le premier partenaire commercial du Japon. Mais en dehors de l'économie, toute leur collaboration s'effondre complètement. Le Japon est probablement le plus stressé par l'agressivité croissante que la Chine a montrée en mer de Chine orientale et prend en fait des mesures pour moderniser son armée, sa marine et développer ses bases militaires en réponse au risque d'agression chinoise. Et lorsque le public japonais est sondé, 85% de la population a une opinion largement négative de la Chine. Leurs politiciens sont bloqués, même s'ils voulaient renforcer les liens. Et si l'on regarde dans l'histoire, le Premier ministre Shinzo Abe est le créateur du cadre Indo-Pacifique qui, en fin de compte, était une réponse sécuritaire et défensive à la montée en puissance économique de la Chine. Donc la raison pour laquelle ils se sentent aussi coincés aujourd'hui est en grande partie due aux efforts d'Abe. Pour cette raison, le Japon est en niveau E. Ensuite, nous avons l'Indonésie et nous allons la placer dans le niveau C parce que nous avons réalisé une vidéo entière sur l'Indonésie qui explique vraiment comment elle joue à la fois avec les États-Unis et la Chine pour faire avancer ses propres intérêts. Ils sont assez éloignés de la Chine pour limiter son influence, mais ont utilisé les fonds de la nouvelle route de la soie pour développer leurs infrastructures et relancer leur économie. Ensuite, il y a les Philippines, un peu comme le Japon. Comment pourrait-on les considérer comme alliés ? Mais encore une fois, ils figurent sur la liste de l'ambassade de Chine comme l'un des 28 pays avec lesquels ils ont des partenariats. C'est un partenaire commercial énorme pour les Philippines, avec 41 milliards de dollars d'échanges l'année dernière. Et pourtant, ils ont de multiples différends en mer de Chine méridionale concernant la souveraineté sur des fonds et des eaux maritimes que les deux pays revendiquent. Plus récemment, cela a atteint son paroxysme autour du second Thomas Shoal et du navire Sierra Madre qui a été échoué. Mais en général, si vous arrosez les habitants des autres pays avec des canons à eau, que vous les frappez avec des marteaux et que vous faites preuve d'agressivité, ce n'est pas vraiment un bon allié. Et malheureusement, cela va aussi s'appliquer à d'autres pays que nous allons mentionner plus tard dans cette vidéo. Niveau E pour les Philippines. Ensuite, il y a cette épaule, il y a la Corée du Sud, et elle va aussi dans le niveau E avec les Philippines et le Japon. Et bien que la Corée du Sud et le Japon aient tous deux signé le Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act, qui est un embargo initié par les États-Unis, rejoint également par les Pays-Bas,
Visant à freiner l'industrie chinoise des semi-conducteurs, la Corée du Sud a été beaucoup moins stricte dans l'application du Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act par rapport au Japon. La Corée du Sud a tardé à l'appliquer car, comme d'autres pays, la Chine était son principal partenaire commercial. Samsung, qui est la principale entreprise de semi-conducteurs en Corée du Sud, dépend fortement de l'accès au marché chinois. C'est une entreprise essentielle pour eux. Samsung représente 22% du produit intérieur brut total de la Corée du Sud. C'est le pourcentage le plus élevé parmi tous les grands pays développés. Et donc, même s'ils aimeraient être fortement alignés avec leurs alliances occidentales, ils doivent en quelque sorte garder un pied dans chaque camp afin de maintenir leur économie à flot. Cependant, leur ligne rouge absolue est le pays situé juste à leur frontière nord, la Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des 7 pays nucléaires et le seul avec lequel la Chine a un traité d'entraide et de coopération. Ce traité a été signé en 1961 et il vaut la peine de se demander pourquoi. Si un pays n'a que ce traité de défense mutuelle, pourquoi cela arrive-t-il alors que, d'après tous les témoignages, la Corée du Nord traite très mal ses citoyens et menace la sécurité de presque tous ses voisins? Et cela s'explique par le fait que la Corée du Nord est l'État tampon le plus important sur toute la frontière de la Chine. L'une des choses les plus difficiles à comprendre ou à vraiment conceptualiser pour les gens dans la plupart des autres pays, c'est le nombre de pays avec lesquels la Chine partage une frontière. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a plus de 12. Mais dans le cas de la Corée du Nord, juste de l'autre côté de la frontière, se trouve le cœur de la Chine. C'est Pékin, c'est le nord de la Chine. C'est une quantité énorme de leurs ressources. Si la Corée du Nord était occupée par un ennemi, le risque sécuritaire serait encore plus grave que celui perçu par la Russie concernant l'Ukraine. Ce serait encore plus existentiel pour eux. C'est pourquoi ils sont totalement alignés avec la Corée du Nord, bras dessus, bras dessous. Et la Corée du Nord fournit une coopération militaire ainsi que la position anti-États-Unis la plus fiable de tous les pays dont nous parlerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour cette raison, la Corée du Nord va dans la catégorie S. En Asie du Sud-Est, nous arrivons au Laos, classé en catégorie A pour une raison similaire à la Corée du Nord. Cette fois, ils sont un État tampon important entre la Chine et le Vietnam. Cependant, le risque et l'importance géographique du Vietnam ne sont pas aussi élevés. Le Laos n'est tout simplement pas un adversaire aussi redoutable que la Corée du Nord en cas d'intervention militaire. Cependant, ces pays viennent de célébrer le 15e anniversaire de leur partenariat stratégique global. De nombreux investissements de la ceinture et la route vont au Laos. Et c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent en bas du niveau A. Ensuite, nous avons le Vietnam. Et le Vietnam était peut-être le cas le plus flou parmi tous les pays que nous allons analyser dans cette vidéo, car ils acceptent l'argent de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce sont des partenaires commerciaux majeurs. C'est un endroit où l'on voit des investissements chinois dans l'industrie manufacturière vietnamienne, car le coût de la vie en Chine a augmenté et ils ont en quelque sorte perdu leur avantage en tant que lieu de main-d'œuvre la moins chère en Asie du Sud-Est pour la fabrication. Et de la même manière, l'un des moyens par lesquels la Chine a contourné les droits de douane et évité d'autres sanctions est d'exporter des produits vers le Vietnam, puis le Vietnam exporte des produits qui ont en réalité été fabriqués en Chine, ce qui permet d'éviter les droits de douane de cette façon. Je pense que cela a été fait dans l'acier et d'autres industries. Pourtant, en même temps, la Chine a fait certaines des revendications les plus agressives sur le territoire vietnamien dans sa posture agressive en mer de Chine méridionale. Et dans la vision myope et centrée sur les États-Unis que j'ai tendance à avoir en tant qu'Américain, on perd de vue l'idée que, waouh, vous savez, le Vietnam ne se rangera jamais de notre côté sur les questions asiatiques parce que nous avons eu la guerre du Vietnam avec eux. Et bien plus récemment que cela, après la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre sino-vietnamienne, qui portait sur un différend frontalier entre la Chine communiste et le Vietnam communiste. Et donc, vous savez, quand on pense à ces histoires que, vous savez, la plupart des Américains, la plupart des Occidentaux ignorent ou ont oublié, il faut se rappeler que tous ces pays existent depuis longtemps et qu'ils n'oublient pas une guerre qui a eu lieu il y a moins de 50 ans. Le Vietnam est classé en catégorie C, puis vient le Cambodge. Le Cambodge est probablement le pays le plus pro-chinois de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Ils reçoivent énormément de touristes chinois et la Chine les pousse un peu dans cette direction en guise de récompense pour la loyauté du Cambodge. Et ils collaborent aussi sur le plan militaire.
Ainsi, la rénovation par le Cambodge de la base navale de Ream offre un accès partagé aux forces de sécurité et militaires chinoises. Le Cambodge est en bas du niveau A, suivi de la Thaïlande. La Thaïlande va dans le niveau C pour essentiellement la même raison que l'Indonésie. Ils sont un peu plus éloignés de la Chine. Ils ont donc un peu plus d'autonomie. Et de façon très similaire, ils jointent à ce jeu des États-Unis contre la Chine. Ils obtiendront des concessions des deux côtés, privilégiant la plus grosse carotte au bâton le plus effrayant pour faire avancer leurs intérêts économiques. Même s'ils ont accepté l'argent de la ceinture et la route et ont des liens économiques, il n'y a pas grand-chose de plus. Ensuite, il y a le Myanmar. Et le Myanmar est intéressant parce que ces initiatives de la ceinture et la route sont parmi les plus axées sur la résolution d'un point d'étranglement stratégique chinois. Dans d'autres vidéos YouTube des analyses militaires, les gens parlent du détroit de Malacca et de la façon dont toutes les importations d'énergie de la Chine passent par ce détroit et comment plusieurs entités pourraient essentiellement le bloquer et causer des dommages irréparables à l'économie chinoise. Les investissements au Myanmar ont été axés sur la tentative de détourner les ressources ou de créer une voie alternative pour que les ressources puissent toujours entrer en Chine sans dépendre autant de ce détroit étroit par lequel passent les pétroliers. Et le développement des ports du Myanmar a également joué un rôle important à cet égard. Cependant, ce n'est pas un pays particulièrement stable. Ils ont subi un coup d'État militaire en 2021, et donc cela constitue une forme d'instabilité malgré leur alignement stratégique. Nous les plaçons au niveau A, mais ils pourraient facilement passer au niveau B ou C si la situation au Myanmar devient instable. Viennent ensuite les Maldives, petit pays mais d'une grande importance stratégique. Elles ont de longue date des liens économiques avec la Chine via l'initiative La Ceinture et la Route, recevant d'importants investissements. La politique étrangère des Maldives a évolué vers la Chine, et les Maldives servent de point central important dans l'océan Indien. Donc les Maldives sont au niveau C. Ce qui nous amène à l'Inde, membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud avec la Chine, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud. Et donc, les gens voient cela et vous voyez ces gros titres qui annoncent qu'ils vont créer une alternative au dollar américain et que cela va détrôner l'hégémonie du dollar. Et pourtant, année après année, une petite proclamation est faite, un petit remue-ménage est créé et il n'en ressort finalement rien. Beaucoup de ses membres peinent même à s'entendre, hormis quelques liens économiques. Aussi récemment qu'en 2020, il y a eu un affrontement violent entre l'Inde et la Chine dans la vallée de Gawan à propos d'un différend frontalier. Il est très rare que des gens deviennent de véritables alliés effrayants tout en gérant simultanément un différend frontalier violent, n'est-ce pas ? En fait, c'est ce différend qui a conduit l'Inde à commencer à augmenter son budget militaire. Je vous assure qu'il ne cherche pas à s'allier à la Chine pour un scénario de Troisième Guerre mondiale. Je considère l'Inde comme l'une des entités les plus efficaces pour jouer sur tous les tableaux dans les conflits internationaux. Ils continuaient d'importer du pétrole russe bien après l'invasion de l'Ukraine. Ils font partie de différents groupes de coopération avec la Chine tout en recevant d'énormes investissements étrangers des États-Unis et de l'Occident. Ils jouent simplement sur tous les tableaux, ce qui fait d'eux un acteur très peu fiable et détaché. Donc je les place tout en haut du niveau E pour cette vidéo. Le Bangladesh ira dans le niveau B. En réalité, ils sont surtout utiles comme marché avec lequel la Chine peut commercer et potentiellement comme pays, tampon ou de confinement face à la croissance économique de l'Inde. Le simple fait que l'importance stratégique du Bangladesh soit liée à l'Inde vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'Inde en tant qu'allié. L'Inde n'apprécie pas la Chine car elle finance beaucoup le Pakistan et partage des technologies militaires avec lui. Ils vendent beaucoup de matériel militaire au Pakistan. Et l'Inde et le Pakistan se sont fait la guerre 4 fois au cours du siècle dernier. Le Pakistan, puissance nucléaire, est la principale préoccupation sécuritaire de l'Inde. Et le Pakistan est aussi un autre des corridors économiques que la Chine essaie de développer pour soulager la pression du détroit de Malacca et des autres points d'étranglement en haute mer qu'elle n'arrive pas à résoudre. Donc même si le Pakistan est dans la catégorie S, on peut voir qu'il sera vraiment difficile pour l'Inde et la Chine de devenir étroitement liés et de travailler ensemble à un niveau élevé, surtout tant que le Pakistan reste l'un des plus grands alliés de la Chine. Le Sri Lanka illustre aussi l'initiative La Ceinture et la Route et la volonté de la Chine d'assurer l'accès aux ressources énergétiques du Moyen-Orient.
Ils ont investi énormément d'argent dans les ports du Sri Lanka. Cela peut servir de station relais alors que les pétroliers et autres navires se dirigent vers l'Asie de l'Est. Mais en dehors de cela, le Sri Lanka n'offre pas grand-chose en termes d'importance stratégique. Donc, nous les plaçons en bas du niveau B. Ensuite, il y a l'Iran, l'un des alliés majeurs de la Chine, pour plusieurs raisons simples. Premièrement, ils produisent beaucoup d'énergie. Deuxièmement, leur position anti-américaine rappelle celle de la Corée du Nord. Il faudrait un revirement vraiment majeur pour que leur position contre les États-Unis change. Ainsi, ils ont été sévèrement sanctionnés et dépendent beaucoup de la Chine pour les fournitures clés, les matériaux et comme partenaire commercial. Et cela donne à la Chine un pouvoir de négociation énorme dans ces discussions. Cela leur permet de partager des renseignements. Alors que l'Iran devient plus agressif au Moyen-Orient contre Israël via d'autres groupes et pays, cela détourne l'attention des actions de la Chine en mer de Chine méridionale et en Asie de l'Est. Ce manque de concentration stratégique chez le principal adversaire de la Chine représente un avantage stratégique majeur. Niveau S pour l'Iran. Nous allons maintenant au nord de la Chine, puis en Mongolie. La Mongolie est complètement enclavée, totalement dépendante de la Chine. Comme beaucoup de pays, c'est leur principal partenaire commercial. Et ils font énormément d'investissements dans le cadre des nouvelles routes de la soie, là-bas. Mais il n'y a tout simplement pas tant de gains économiques à tirer de cette relation essentiellement subordonnée et junior que la Mongolie entretient avec la Chine. Donc on va les mettre dans la catégorie B parce qu'ils sont en quelque sorte un toutou et qu'ils feront tout ce que la Chine demande. Ils ne peuvent tout simplement pas faire grand-chose. La Russie se retrouve aussi de plus en plus dans une situation similaire. Ils sont tellement verrouillés par les sanctions occidentales et limités diplomatiquement à cause de la guerre en Ukraine qu'ils ont très peu de partenaires. Peu de personnes partagent leur position anti-occidentale. Ainsi, ils dépendent fortement de la Chine, tant pour les fournitures liées à l'effort de guerre et le renforcement de l'industrie russe, que comme débouchés pour exporter gaz naturel et pétrole. Donc dans le cadre des échanges qui ont eu lieu, en particulier depuis la guerre en Ukraine, nous avons vu la Russie céder une partie de sa technologie militaire, comme des plans de sous-marins nucléaires, à la Chine en échange du soutien économique dont elle a désespérément besoin pour continuer à mener sa guerre. La Russie se trouve probablement tout en haut du niveau S parmi les alliés de la Chine. Et vous savez, l'idée qu'ils mènent ensemble des activités militaires conjointes et des exercices navals ne m'aide pas du tout à dormir la nuit. C'est sans doute le principal risque pour le monde occidental. Et je pense que les dirigeants politiques les plus avisés ou les plus habiles trouveraient un moyen d'affaiblir cette relation. Cette relation se renforce et s'améliore au fil des dernières années. Et j'aimerais voir ce partenariat s'affaiblir dans la décennie à venir. Maintenant, nous allons passer rapidement en revue l'Asie centrale. Le Tadjikistan se trouve au bas du niveau B. Ils hébergent une base militaire chinoise et la Chine investit massivement au Tadjikistan, construisant centrales, réseaux électriques, voies ferrées et autoroutes. Mais un peu comme la Mongolie, ils n'apportent pas forcément grand-chose à la table, le Kirghizistan en apporte encore moins. Ils dépendent beaucoup de la Chine comme partenaire économique. 44% des importations kirghizes proviennent de Chine et ils sont également très endettés. Dans l'initiative La Ceinture et la Route, ils accordent ces prêts pour construire d'importantes infrastructures dans ces pays. Le Kirghizistan n'a pas l'économie pour rembourser cela. Kirghizistan en catégorie C. Puis le Kazakhstan. C'est la plus grande économie d'Asie centrale, et ils disposent également d'énormes réserves d'uranium. La Chine cherche à devenir plus indépendante énergétiquement en construisant des centrales nucléaires. Ils construisent des centrales à charbon et d'autres infrastructures, mais obtiendront surtout leur uranium du Kazakhstan. Et ils créent également une profondeur stratégique entre la Chine et la Russie. Donc l'Asie centrale est en quelque sorte le ventre mou de la Russie. Les gens les considèrent généralement comme un pays occidental, sur leur front occidental avec les pays européens. Et cela représente un point de pression supplémentaire potentiel que la Chine pourrait avoir sur l'un de leurs alliés. Le Kazakhstan va dans la catégorie A, très bien. Le Turkménistan monte en catégorie B car il est le principal fournisseur de gaz naturel à la Chine depuis l'Asie centrale. C'est important, mais sinon ils apportent peu, enfin il y a l'Afghanistan. Nous les mettons dans la catégorie D simplement à cause de l'instabilité politique laissée après le retrait des États-Unis d'Afghanistan et à cause des conséquences du siècle horrible que les Afghans ont dû traverser.
Il y a la possibilité que, si vous pouviez contrôler, organiser et déployer les efforts et les ressources de l'Afghanistan pour améliorer la Chine, il pourrait atteindre une importance stratégique similaire à celle du Pakistan. Quand on dit que les États-Unis sont partis et que la Chine pourrait arriver, c'est comme dire « vas-y, amuse-toi ». C'est un endroit qui a détruit l'Union soviétique. C'est un endroit qui, à bien des égards, a détruit les États-Unis. Il n'y a pas grand-chose à gagner là-bas en termes d'établissement d'une sorte de bastion ou d'avantage économique ou militaire majeur. Voici notre tour du monde des principaux alliés chinois. J'ai sûrement oublié certains. Vous pouvez me critiquer dans les commentaires pour avoir oublié de mentionner le Timor oriental ou un autre petit pays insignifiant. Mais merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et regardez nos autres vidéos sur la chaîne.